Tous les élèves le regardaient avec surprise. Le collège Saint-Benoît n'avait jamais eu un principal aussi jeune, et tout le monde observait l'abbé François Xavier avec admiration. Il était beau, intelligent et savait bien parler, captivant son auditoire. Pendant ce rassemblement, alors qu'il s'adressait à eux, il leur donnait des consignes pour la nouvelle année scolaire. Mais ce que les élèves ignoraient, c'est que ce prêtre, qui paraissait si calme et posé, serait bientôt la cause de leur malheur. L'abbé François Xavier venait d'une famille modeste, profondément religieuse. Il était le seul garçon parmi 5 sœurs. Ses parents, bien qu'ayant peu de moyens, étaient très respectés dans leur communauté pour leur foi et leur engagement religieux. Sa mère, douce mais déterminée, était un pilier de l'association Les Sœurs de Marie, un groupe de femmes pieuses qui servait à la paroisse de Bali. Elle organisait des prières hebdomadaires et des actions de charité, devenant un exemple pour les jeunes filles de la ville. Son père, de son côté, était fonctionnaire et catéchiste respecté. Sa parole avait tellement de poids que les familles du quartier n'hésitèrent pas à lui confier leurs enfants pour des conseils, convaincus qu'il saurait les guider. Dès son jeune âge, François Xavier grandit dans cette ambiance de foi et de discipline. Ses parents lui apprirent l'importance du travail, de l'humilité et du respect des traditions. Chaque dimanche, il allait à la messe avec eux, observant les gestes de son père et la piété de sa mère. En grandissant, sa mère lui répétait souvent d'une voix douce, mais insistante. « Mon fils, je veux que tu sois prêtre. C'est nécessaire. Tu es mon seul garçon. » Ces mots résonnaient en lui, l'idée d'une vocation s'ancrant peu à peu, bien qu'elle ne vînt pas naturellement. Souvent, il se sentait perdu face à ses attentes, se demandant pourquoi sa mère voulait tant qu'il devienne prêtre. Pour François, l'idée de devenir prêtre restait floue, un choix qu'il ne comprenait pas vraiment. Il n'avait pas encore de rêve clair, mais il savait qu'il aimait profondément sa famille et voulait leur faire honneur, surtout à ses parents qui avaient tant sacrifié pour lui. Même s'il ne ressentait pas l'appel profond d'un futur prêtre, il accepta de les satisfaire, espérant que la voie s'éclaircirait avec le temps. Ainsi, pour faire plaisir à ses parents et surtout à sa mère, il accepta à 13 ans d'entrer au petit séminaire du diocèse de Bali. Cette décision marquerait le début d'une vie mouvementée pour François Xavier. Après avoir obtenu son baccalauréat au petit séminaire de Bali, François Xavier espérait pouvoir suivre un autre chemin et servir Dieu autrement. Cependant, ses parents en décidèrent autrement. Pour eux, devenir prêtre était le seul futur possible pour leur fils unique. François tenta de leur faire comprendre qu'il pouvait aussi bien servir Dieu d'une autre manière, peut-être en tant que missionnaire ou enseignant dans des œuvres caritatives. Mais cela ne changea rien. Sa mère, avec un regard déterminé, lui rappela la tradition familiale. Elle lui dit doucement mais fermement : « Dans nos familles, il y a toujours eu des prêtres. C'est un honneur et une bénédiction. Tu es mon seul fils, François, et tu dois suivre ce chemin. » Malgré lui, François Xavier poursuivit donc sa formation au grand séminaire, où il se fit remarquer comme un étudiant brillant et dévoué, très respecté par ses camarades et son évêque. C'est ainsi que, des années plus tard, François Xavier fut ordonné prêtre du diocèse de Bali et devint le principal charismatique du collège Saint-Benoît à seulement 22 ans. Le collège Saint-Benoît, un internat mixte, était le plus prestigieux établissement de Bali, reconnu pour son excellence académique et sa discipline stricte. Sa réputation attirait les familles ambitieuses de la région, convaincues que cet établissement offrait à leurs enfants une éducation intellectuelle et morale de qualité. À son arrivée, l'abbé François Xavier fut frappé par le nombre important de filles parmi les élèves. Lui qui avait grandi avec ses 5 sœurs y était habitué et accueillait cette diversité avec naturel. En tant que principal, il gardait une certaine distance, se montrant bienveillant mais strict, enseignant le respect et la discipline à tous les élèves, sans distinction. Cependant, au fil des mois, l'ambiance changea. L'abbé Jules, un ancien camarade de séminaire devenu surveillant général, tenait souvent des propos troublants.
Dans les couloirs ou pendant les pauses, il glissait à François des phrases ambiguës, avec un sourire en coin. « Mon frère, ici, c'est une pépinière, hein? Ne dors pas. Tu peux avoir autant de filles que tu veux ici. Elles ne demandent que ça. » Au début, François riait, pensant que Jules plaisantait de manière déplacée, mais sans malice. Les semaines passaient, et François ne pouvait plus ignorer l'attention particulière que certaines élèves lui portaient. Chaque fois qu'il traversait les couloirs, il remarquait des regards insistants, des sourires timides, et même des gestes d'admiration, discrets mais évidents. Les jeunes filles, habituellement réservées, semblèrent le voir comme un personnage fascinant, presque irréel. Lorsqu'il passait, il entendait parfois leurs murmures. « Oh, comme il est beau! Et en plus, il est jeune !» Un jour, alors qu'il traversait un couloir du collège Saint-Benoît, l'abbé François-Xavier se retrouva face à face avec Fortuna, une élève en retard qui se précipitait vers sa classe. Dans sa hâte, elle ne le vit pas, et ils se percutèrent accidentellement. Sous le choc, le sac de Fortuna glissa de son épaule, et ses cahiers tombèrent au parterre. Surpris, François se baissa pour l'aider à ramasser ses affaires. En tendant la main pour récupérer un cahier, il leva les yeux et croisa le regard de Fortuna. Elle était d'une beauté saisissante, avec des traits fins et un éclat dans le regard qui attirait l'attention. Leurs regards se croisèrent brièvement, créant un moment de gêne. Fortuna, intimidée, baissa les yeux en rougissant légèrement, tandis que François, troublé, tenta de cacher son malaise. L'abbé François-Xavier retourna précipitamment dans son bureau et ferma la porte, cherchant un moment de solitude pour calmer ses émotions. « Mais que m'arrive-t-il » murmura-t-il, le regard confus. « Non, cela ne peut pas être. Je suis prêtre, j'ai fait vœu de servir Dieu, et uniquement Dieu. Je ne peux pas me laisser aller à de tels sentiments et désirs mondains. » Il s'assit, les mains tremblantes, essayant de repousser les pensées qui s'étaient imposées à lui après cet échange avec Fortuna. L'abbé François ferma les yeux, répétant silencieusement des prières pour se recentrer et chasser cette émotion qui menaçait de le détourner de sa mission. Les jours suivants furent particulièrement difficiles pour François-Xavier. Malgré tous ses efforts pour résister, il se surprenait à chercher le regard de Fortuna dans la foule. En se déplaçant dans les couloirs, son regard balayait inconsciemment les élèves, espérant apercevoir celle qui troublait son esprit. Il trouvait souvent des prétextes pour se rendre dans la classe de Fortuna, soi-disant pour vérifier le bon déroulement des cours ou pour discuter avec les élèves. En réalité, il ne cherchait qu'une seule personne, Fortuna. Dès qu'il croisait son regard, un frisson le traversait, et il devinait qu'elle ressentait la même chose. Elle détournait les yeux, mais il percevait dans ses gestes et sourires une attention toute particulière. Un jour, alors qu'il était assis à son bureau, l'abbé François-Xavier, perdu dans ses pensées, fut interrompu par des coups frappés à la porte. Son cœur s'accéléra en voyant Fortuna entrer. Un frisson glacé parcourut son dos. « Que veut-elle » se demanda-t-il, tentant de dissimuler son trouble. Respirant profondément pour garder son calme, il lui indiqua d'entrer. « Que puis-je faire pour vous, mademoiselle » demanda-t-il d'une voix posée, maîtrisant ses émotions. Fortuna, visiblement timide, évitait son regard. Elle finit par murmurer « Monsieur l'abbé, j'ai eu du mal à comprendre le cours de philosophie d'aujourd'hui. Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît ?» François-Xavier, touché par cette demande, accepta sans hésiter. Aider les élèves en difficulté faisait partie de sa mission éducative et était une des raisons pour lesquelles il avait accepté ce poste. Il hocha la tête et répondit « Bien sûr, Fortuna. Installez-vous, je vais vous expliquer. » Ce jour-là, alors qu'il l'aidait avec son cours de philosophie, leur conversation dériva peu à peu vers des sujets plus personnels. Ils partagèrent leurs rêves, leurs doutes et leur vision de la vie. François sentait sa garde se baisser, emporté par la douceur et la sincérité de Fortuna. Les séances de travail devinrent fréquentes, presque comme un rituel silencieux entre eux. Un lien plus profond se tissait entre François et Fortuna, un lien qu'ils ne pouvaient plus ignorer. Un jour, alors qu'ils travaillaient ensemble dans le calme du bureau, une tension inattendue s'installa,
palpable et irrésistible. Ils échangèrent un regard intense et soudain, leurs visages se rapprochèrent et ils s'embrassèrent. C'était un baiser profond, libérant des émotions longtemps réprimées. Ce qui devait arriver arriva. Ils franchirent une limite qu'ils n'auraient jamais dû franchir, et ils couchèrent ensemble. Ce jour-là, François-Xavier ressentit un frisson nouveau, un sentiment inexplicable et intense qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Et ce n'était que le début. Pour garder leur relation secrète, François et Fortuna prirent l'habitude de se retrouver discrètement chaque nuit dans une clairière isolée, loin du collège Saint-Benoît. À l'abri des regards, ils s'abandonnaient à leur passion interdite, loin des pressions et des jugements. Fortuna quittait discrètement le dortoir des filles, s'assurant de ne pas être vue, et rejoignait François, qui l'attendait dans l'ombre. Cependant, une camarade de dortoir de Fortuna, Lola, remarqua rapidement ses absences répétées. Elle trouvait étrange que Fortuna disparaisse chaque nuit à la même heure, sans explication, et réapparaisse au matin comme si de rien n'était. Curieuse, elle décida de ne plus ignorer ses soupçons. Un soir, alors que Fortuna quittait le dortoir, Lola, poussée par la curiosité, décida de la suivre discrètement pour découvrir ce qu'elle cachait. Elle marcha silencieusement, cachée dans l'ombre des arbres, observant Fortuna qui s'éloignait des bâtiments jusqu'à une clairière isolée. Arrivée là-bas, Lola fut stupéfaite par ce qu'elle vit. Fortuna retrouvait l'abbé François-Xavier, le principal du collège, et il s'enlaçait sous la lumière de la lune. Choquée, Lola sortit discrètement son téléphone et commença à filmer, capturant la scène comme preuve. Elle murmura pour elle-même, une lueur de satisfaction dans les yeux. « Je vais garder cette vidéo. Elle pourrait bien me servir. » Lola retourna silencieusement au dortoir. Allongée sur son lit, Lola réfléchit, tourmentée par la jalousie. « Mais qu'a Fortuna de plus que moi pour que l'abbé François-Xavier s'intéresse à elle ?» se demanda-t-elle, le cœur lourd. Depuis l'arrivée du jeune abbé, Lola avait ressenti une attirance pour lui et espérait secrètement attirer son attention, mais il ne l'avait jamais remarqué. Blessée dans son orgueil, Lola regarda la vidéo, consciente du pouvoir qu'elle détenait désormais. Un plan commença à se former dans son esprit. Elle décida de se servir de cette preuve pour faire chanter François-Xavier et Fortuna, certaine que cette vidéo lui donnerait le contrôle qu'elle avait toujours rêvé d'avoir. Lors de la récréation, Lola se rendit dans le bureau de l'abbé François-Xavier. Celui-ci, habitué aux visites de ses élèves, l'accueillit avec un sourire professionnel, sans se douter de ses intentions. Mais Lola, déterminée, alla droit au but et lui fit des avances directes, laissant entendre son attirance pour lui. Surpris, l'abbé François-Xavier la repoussa fermement. Ce rejet attisa la frustration de Lola. Elle se redressa, un regard de défi dans les yeux, et sortit calmement son téléphone. « Vous devriez peut-être y réfléchir avant de me rejeter, » lança-t-elle d'une voix glaciale. « J'ai une vidéo de vous et Fortuna. Si vous ne voulez pas que tout le monde découvre votre secret, je vous conseille de m'écouter. » À ces mots, François-Xavier sentit son sang se glacer. Il resta sans voix, abasourdi par la menace de Lola. Jamais il n'aurait imaginé que son secret puisse être découvert et encore moins être utilisé contre lui. Le poids de sa faute, jusqu'alors cachée, venait de le rattraper. Lola, impitoyable, continua. Elle s'approcha de François-Xavier et, d'une voix calme mais menaçante, lui dit « Je te donne rendez-vous ce soir dans la clairière, celle où tu retrouves Fortuna. Si tu ne viens pas, cette vidéo sera partagée et tout le monde saura la vérité. » Les mots de Lola résonnaient en lui comme un coup fatal. En un instant, il pensa à ses parents, à tous les sacrifices qu'ils avaient faits pour le voir devenir prêtre, à leur fierté de le voir servir Dieu. Il revit les années de rigueur et de dévouement au séminaire, les enseignements de ses supérieurs, les bénédictions de son évêque et le respect qu'il avait gagné au sein de son diocèse. Cette vidéo, entre les mains de Lola, ne représentait pas seulement la menace d'un scandale. Elle contenait le pouvoir de le détruire complètement.